Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau webinaire. Euh, Aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être les 5 étapes du rétablissement. Donc, aujourd'hui, je vais me baser sur mon vécu à moi, puis les 5 étapes du rétablissement que j'ai appris durant ma formation à la QRP pour devenir père aidant. Donc, les 5 étapes du rétablissement, dans le fond, c'est 5 étapes au travers qu'une personne qui a vécu un trouble de santé mentale va vivre au travers. Donc, chaque personne la vit à sa manière. Certaines personnes, ça peut être beaucoup plus linéaire. Il y en a des personnes qui c'est des hauts et des bas. Ça, c'est pour la majeure partie du monde. Il y en a qui avancent très vite, il y en a qui avancent très lentement. C'est chacun à sa manière. Mais pour la majeure partie du monde, ils vont tous passer par les 5 étapes. Donc, c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Donc, commençons. On va commencer avec la première étape qui est le choc et le déni. Dans cette étape, c'est la personne croit que les symptômes contrôlent sa vie et elle se sent en perte de contrôle et nie soit elle va nier son trouble mental. Pour ma part, pour moi, c'est lorsque on m'a annoncé que j'avais un trouble de santé mentale, j'étais vraiment dans le déni parce que j'étais pas en mesure de faire la différence entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Euh, la psycho, il y avait tellement d'hallucinations qui, ça pouvait être auditif, visuel, même des sensations. Ça pouvait même aller jusqu'à l'odeur et le goût. Donc, c'était vraiment difficile pour moi de réaliser que que j'avais une déconnexion avec la réalité parce que j'étais trop envahi par les symptômes. Puis le cerveau a fait en sorte que ce soit tellement réel que c'était impossible de savoir c'était quoi la réalité. Puis souvent, c'est le monde de mon entourage qu'ils avaient remarqué qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien, puis qu'ils essayaient de me faire comprendre que j'allais mal. Euh, mais moi, je voulais rien savoir de la médication ou je voulais rien savoir d'un traitement, de la psychothérapie. Tout ce que je voulais, c'est qu'on m'aide avec les problèmes que je m'étais créés, comme les espions qui m'espionnaient, par exemple, ou mais sinon les démons qui m'harcelaient, ou les aliens qui étaient venus pour venir me chercher. Et puis, qu'est-ce qui m'a aidé à cette étape? Dans le fond, c'est la seule chose qui pouvait m'aider, c'était d'avoir quelqu'un qui était là, présent pour moi, lorsque j'avais des moments de crise, quand j'avais extrêmement peur, j'avais quelqu'un qui était là pour m'aider, m'accompagner, me rassurer surtout. Par exemple, ma mère qui a été vraiment présente tout au long de mon parcours de rétablissement. À un certain moment, j'étais vraiment envahi par des symptômes. J'avais beaucoup d'hallucinations. Et puis la seule chose qu'elle savait faire, parce elle avait aucune notion de c'était quoi la santé mentale, parce que tu sais, pour elle, c'était un concept qui était encore nouveau. Et puis, dans le fond, la seule chose qu'elle était capable de faire, c'était de dire, viens t'asseoir à côté de moi, puis on va écouter la télé. Puis, malgré le fait qu'elle n'a pas dit grand-chose, elle a quand même servi comme d'une lumière directrice pour me diriger au travers de la tempête. Donc, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Puis, à force de prendre la médication, puis de suivre la psychothérapie, là, je suis allé vers la deuxième étape qui s'appelle la vie illimitée, le renoncement et le désespoir. Euh, dans cette étape, euh, la personne est résignée par rapport à la direction qu'a prise sa vie. Il s'y croit condamnée, elle se considère sans avenir et se limite à être malade. Elle a perdu espoir. Donc, pour moi, à cette étape, c'était la défaite totale. J'avais tenté un retour à l'école, j'étais pas capable, j'ai échoué. J'ai tenté un retour au travail, j'étais pas capable encore. Et là, j'ai perdu mes rêves, j'ai perdu beaucoup d'amis, j'ai perdu beaucoup d'argent. Puis à cause de toutes ces défaites, puis ces échecs, ça a fait en sorte que j'ai commencé à avoir un discours négatif envers moi-même.
Et j'ai arrêté de sortir, puis j'avais perdu intérêt pour tout ce que j'avais. Comme il y avait plus grand-chose qui m'intéressait dans la vie. Donc ça, c'est vraiment une période où ce que j'ai comme accepté la maladie, mais en même temps, je me suis limité à la maladie aussi. Euh, Puis la chose qui m'a énormément aidé à cette étape, c'est que j'avais vraiment, vraiment, mais vraiment besoin de quelqu'un pour ramener le positif en moi. Euh, Parce que malgré le fait que j'avais abandonné sur moi-même, j'avais quelqu'un qui était là pour m'encourager, pour remettre le positif. Dans le fond, quelqu'un qui n'avait pas abandonné. Parce que, tu sais, moi j'étais la personne qui me descendait le plus, c'était moi-même. Et puis, je me rappelle, cet intervenant de la clinique connectée, un infirmier, il était toujours là. On parlait régulièrement parce que je faisais mon injection à chaque mois. Puis, à chaque fois, il essayait de me démontrer les choses que je faisais bien. Le fait que j'allais toujours en suivi, que je prenais la médication, que j'étais quelqu'un qui, que tu pouvais avoir des conversations intéressantes avec, que j'étais intéressant. J'ai comme toujours essayé de ramener les choses positives en moi. Puis à force de faire ça, c'est là que je me suis retrouvé à la troisième étape, qui est l'espoir et la remise en question. Euh, à cette étape-là, elle espère qu'il y a une vie que ce qu'elle connaît actuellement et commence à croire que sa vie est peut-être différente. Elle entrevoit la possibilité de changer, mais ne se sent pas prête à s'engager. Pour moi, à cette étape, à ce stade, je me demandais qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais vivre de cette façon toute ma vie? Euh, est-ce que j'allais me reprendre en main? Euh, Tu sais, j'avais des rêves, j'avais des choses que je voulais faire, comme j'étais rendu à un âge où ce que je voulais être quelque part d'autre, et je me disais, est-ce que je vais continuer à faire du sur place, puis fixer le mur pour le restant de mes jours? Et puis je me suis dit, non, j'ai pas envie de faire ça. Mais le problème, c'est que à cette étape-là, j'avais énormément de peur. J'avais peur de croiser des personnes qui m'ont fait du mal. J'avais peur de faire du mal encore à d'autres personnes. J'avais peur d'avoir déçu des personnes. J'avais peur de ne pas être capable de suivre la cadence si je retourne à l'école ou au travail. Puis surtout, j'avais peur de me prouver à moi-même que j'étais pas capable. Donc, oui, j'avais envie de faire quelque chose, mais il y avait beaucoup de craintes qui m'empêchaient de prendre des risques. Et puis, à cette étape, c'est là où ce que j'avais besoin de beaucoup d'encouragement, du monde qui me laissait faire, prendre des choix, prendre des risques surtout, puis de, de, de m'apprendre à faire confiance à moi-même. Puis, à force de m'encourager, je suis passé à la quatrième étape qui est l'engagement à changer, volonté d'agir et courage. Euh, À cette étape-là, elle croit qu'il y a de l'espoir pour elle, mais elle ne sait pas comment s'y prendre pour améliorer sa vie. Elle a une attitude d'ouverture face à ce qu'il faut faire pour changer. Pour moi, à cette étape, j'ai décidé que je voulais me prendre en main et je voulais retourner au travail, à l'école, briser mon isolement social, que je voulais me rétablir vraiment, comme focuser sur ma santé mentale, focuser à reprendre des activités. Donc, c'était vraiment une étape où ce que j'ai eu un déclic, où ce que j'ai eu une activation. Euh, Puis, ce qui m'a vraiment aidé, c'est le soutien du- de la clinique connectée, où ce que j'ai vraiment, je me rappelle, j'avais une intervenante où que je faisais vraiment des plans avec elle. Puis à chaque fois que j'avais des problèmes, comme par exemple, à un moment donné, je prenais trop de poids, et puis tout de suite, on m'a référé à un nutritionniste, on m'a référé à un kinésiologue. Sinon, j'avais besoin d'accommodation pour l'école parce que quand j'avais découvert que je souffrais de dyslexie, là, ils ont trouvé des moyens pour me donner du temps supplémentaire ou euh,
trouver pour pouvoir m'accommoder à l'école. Et puis, ou bien sinon, si je voulais trouver un travail, ils m'ont emmené au Carrefour Jeunesse Emploi où ce que j'ai pu faire mon CV, pratiquer les entrevues, pratiquer la recherche d'emploi, tout ce que, dans le fond, tous les problèmes que j'avais, toutes les demandes que j'avais, euh, à chaque fois que j'avais une situation où ce que j'avais besoin de soutien, quelqu'un était là pour m'aider. Donc, c'est une étape où j'avais la volonté d'agir, que je voulais aller bien. C'est juste que je savais pas trop comment m'y prendre. Mais heureusement que j'avais des services pour ça. Puis je me suis vraiment épaulé sur des services pour pouvoir avancer vraiment plus vite. Donc là, avant de passer à la cinquième étape, il y a eu un gros événement qui s'est passé dans ma vie. C'est lorsque mon père est décédé. Puis des événements comme ça, comme la mort de quelqu'un ou un accident ou une rupture, ça peut faire en sorte que on peut régresser dans les étapes, on peut revenir à la deuxième étape ou à la troisième étape, parce que c'est quand même, on est humain, puis il y a des événements qui peuvent nous atteindre. Puis moi, la mort de mon père, c'est quelque chose qui m'a vraiment atteint, et ça a été difficile pour moi, parce que j'ai comme perdu un repère, parce que euh, mon père, c'était quelqu'un sur qui je cherchais beaucoup l'approbation de mon père. Et puis le fait qu'il soit plus là, je devais chercher pour moi-même, c'est qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Donc, à ce moment-là, à ce moment-là, j'ai dû, j'ai dû, j'ai dû retourner, utiliser les outils que j'avais appris durant le renoncement, le renoncement et le désespoir, la remise en question, la volonté d'agir, puis utiliser tout ce que j'ai appris au travers des 5 étapes du rétablissement pour pour pouvoir passer au travers de cette situation. Donc, malgré le fait que oui, c'est vrai que c'était difficile, j'étais capable de m'en sortir parce que avec tout ce que j'ai vécu déjà, j'étais, j'étais outillé pour pouvoir m'en sortir. Donc, j'ai utilisé qu'est-ce que j'ai appris et j'ai utilisé les outils que j'avais à ma disposition. Puis, j'allais voir mon psychiatre, j'ai dit, OK, je vais vraiment mal. J'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de voir un psychologue. Il m'a tout de suite référé. Ça a été super rapide. Et puis, j'ai vraiment travaillé sur c'était quoi mes objectifs. Puis, puis ensuite, à cause de ça, j'ai pu passer à la cinquième étape, qui est l'action pour changer, responsabilisation et pouvoir d'agir. Dans cette étape, dans le fond, c'est que je me suis responsabilisé. Je suis capable de créer la vie que je désire. Puis pour moi, comme à cette étape, c'est là où ce que mon psychiatre a dit, bon, ben, je te donne un congé définitif. Tu n'as plus besoin de venir à l'hôpital. Et puis, c'est ça. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais retourner à l'hôpital, puis je vais devenir père aidant. Donc, c'est vraiment ça. C'est pour arriver à la cinquième étape, le chemin est vraiment long. Puis, ça va pas être nécessairement linéaire. Il peut y avoir des hauts, puis il peut y avoir des bas. Et puis, l'outil, je pense, le plus important, ça va être la patience. Ça va être vraiment la patience parce que on va pas avoir les résultats immédiatement. Ça va prendre un peu de temps. C'est, donc, il faut vraiment persévérer. Puis, tu sais, c'est comme un compte à épargne à intérêt élevé. Il faut en mettre un petit peu à tous les jours, mais tu sais, on n'en met pas beaucoup, mais au fil du temps, ça s'accumule, puis ça prend de l'intérêt. Donc, il faut, si on veut accumuler de la richesse, il faut pas arrêter de mettre de l'effort, il faut pas arrêter de mettre de son temps. Il faut vraiment y aller jusqu'au bout. Donc, c'est ça pour les 5 étapes du rétablissement aujourd'hui. Euh, c'est une petite annonce de la SQS. Si vous voulez faire un don, vous pouvez aller sur notre site internet à www.schizophrénie.qc.ca dans l'onglet Faire un don. Euh,
Puis si vous avez besoin d'aide, vous pouvez parler à nos pères aidants. Vous pouvez nous contacter en cas de besoin de soutien. Puis vous pouvez nous contacter au 514-251-4125, poste 1, ou sans frais au 1-866-888-2323. Maintenant, on est rendu avec 5 pères aidants. Il y a moi, Simon, Chad, Joseph-Antoine, et il y a une nouvelle père aidante nommée Stéphanie qui a rejoint notre équipe, puis qui sont présents et prêts à vous écouter. Donc, mis à part ça, je vous souhaite une belle journée. Euh, ça y est.